Alors, qu'est-ce qui te rend unique dans ce milieu où tout le monde veut conseiller ou veut devenir coach, veut devenir influent? Mais qu'est-ce que c'est vraiment qui te rend unique dans ce milieu-là? Alors, unique, c'est prétentieux, mais quelle est ma singularité? Je dirais, c'est moi, j'ai pas la prétention de vouloir coacher les gens. Je veux juste permettre aux gens d'être plus heureux, plus alignés, plus en paix avec ce qu'ils vivent. Donc, c'est les aider à se connecter à ce qu'ils ont vraiment envie de vivre, à ce qu'ils ont plus envie de vivre, à trouver des solutions avec eux pour que ce qu'ils ont envie de mettre en place se réalise de la manière la plus fluide et la plus alignée possible. Après, moi, je suis que de passage. J'ai remarqué ça. Moi, j'arrive, j'ai la capacité de voir ce qui marche et ce qui marche pas dans ton système, dans ton domaine. Je vais te donner les clés et après, c'est à toi de faire le job. Parce que moi, je suis personne pour faire le job à ta place. Il faut ton intention, ton envie, ton engagement qui fait que tu vas y arriver. Moi, je suis juste là pour appuyer sur les boutons, voir ce qui va pas, appuyer sur les bons boutons, et après, c'est à toi de te lancer. Voilà ce que je fais. Après, moi, je suis de passage. Moi, pour moi, conseiller les gens, si tu viens me voir pour une problématique bien précise et que 4 ans après, tu es toujours là, ça veut dire que j'ai pas fait mon job. Je suis là de passage, moi. Je veux dire, sinon je suis un gourou. Sinon, je cherche à garder les gens auprès de moi. Alors oui, j'ai des clients, ça fait 20 ans que je suis avec eux, plus de 20 ans, mais parce qu'ils ont besoin d'un suivi, une logique, parce que la vigne est cyclique, que tous les ans, je les aide sur leur parcelle. Mais le travail de fond, s'il n'est pas fait dans les 3-4 mois, ça veut dire que j'ai tout loupé, c'est pas possible. Donc ma singularité, c'est ça, et c'est que mon but principal, c'est de relier l'humain à son environnement, par le cœur, pas par la technique, pas par des méthodos, pas par des boîtes à outils, par le cœur, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire de ton végétal? Qu'est-ce qu'elle te raconte ta vigne? Tel terroir, tu as envie d'en faire quoi? C'est quoi que tu as envie de raconter? Ton raisin, là, tu as envie de l'amener où? Pas la technique de la macération carbonique, on s'en fout. Où tu as envie de l'amener? Développer ta créativité, développer ta puissance personnelle. Ouais, moi, ce raisin, j'ai envie de l'amener là. Et je m'en fous de ce que les gens ils vont penser, en fait. C'est ça mon job, en vrai. Le reste, c'est blablabla. Bla, bla, bla. Et moi, ce qui me caractérise dans mon accompagnement aujourd'hui, dans mes accompagnements, c'est vraiment ce côté connecté à la nature, connecté à l'humain, l'empathie. C'est vraiment des valeurs très, très fortes chez moi. Et je sais pas faire sans. Et je pense que le job le plus important pour moi, c'est de connecter le vigneron ou la vigneronne à son terroir, à sa vigne, avec son cœur, pas avec sa tête, pas avec toutes les techniques qu'elle a appris, pas avec tout le bagage qu'ils ont, le mental. On est trop dans le mental. C'est redescendre là où ça vibre en fait. Parce que c'est comme ça qu'on fait des vins qui sont authentiques. C'est comme ça qu'on arrive à accompagner cette vigne vers quelque chose de résilient pour elle. Pas en pensant qu'il faut faire comme ça parce qu'on a appris comme ça dans la peur. Mon grand-père, il était comme ça. Il parlait à ses chevaux. Moi, il m'impressionnait. Enfin, je veux dire, il avait rien. Enfin, il parlait, il avait rien à leur dire. Il avait une attitude qui faisait que le cheval, il obéissait, mais il n'avait même pas besoin d'une cravache ou quoi que ce soit. Il y avait la connexion qui faisait que le lien se faisait automatiquement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Voilà. On va parler de le cœur du métier. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu vois dans les vignes que les autres ne voient pas? L'ensemble, le global, le système en entier, c'est-à-dire le sol, ce qui pousse, la santé de la vigne, l'environnement,
la totalité du lieu, qui me donne toutes les indications nécessaires pour les aider à les amener là où ils veulent aller. Et surtout aider la plante à avoir une immunité forte et à ne plus avoir besoin de tous ces produits. Donc en fait, moi, je vois le global. Je ne vais pas aller directement sur le pied de vigne, je vais regarder l'environnement, qu'est-ce qu'il y a autour, comment la vigne elle est traitée, comment elle est palissée, comment elle se comporte à différentes saisons. Est-ce qu'il y a des animaux? Est-ce qu'il y a des oiseaux? Est-ce qu'il y a des arbres autour? Qu'est-ce qui pousse entre les rangs? Tout ça. Je vais sentir la terre. Mais tout ça, moi, c'est le global. Je ne sais pas faire de manière ciblée un truc. Pour moi, ça n'a pas de sens. La vigne, elle fait partie d'un tout. Donc, en fait, tu considères que la vigne est dans un habitat, c'est son habitation, et il faut d'abord comprendre comment les fondations ont été faites, les constructions autour ont été établies, pour que cette plante qui vit dans cet habitat-là soit contente d'y habiter. C'est ça en fait. Exactement. Exactement. Comprendre qu'est-ce qui va faire qu'elle va être le mieux dans cet espace-là. Et lui amener tout ce dont elle a besoin et le faire comprendre à la personne qui la cultive. Lui faire toucher du doigt ça. Ça, c'est important. Est-ce que tu as, dans ton parcours, une histoire concrète d'un vigneron qui a complètement transformé son domaine grâce à toi? Oh oui, j'en ai plein. J'en ai qui sont venus me voir il y a au moins 5 ans maintenant, 6 ans, qui étaient banqueroutes, donc en bio déjà, sur une quinzaine d'hectares, tout d'un seul tenant. Dans un endroit qui n'est pas une appellation porteuse, ils étaient carrément en redressement judiciaire, ils avaient du mal à me payer, ils avaient du mal à joindre les deux bouts. Domaine familial. Et au début, je m'occupais que des vinifs. Donc, et j'étais là, mais putain, mais. Oh, ils me disaient, on veut faire des vins nature, on veut faire des vins sans sulfite. Je leur ai dit, mais on ne peut pas. Votre vigne, elle n'est pas du tout équilibrée, c'est impossible. Donc, il faut s'occuper des vignes. Et à l'époque, c'était des vignes qui étaient tout le temps malades. Ils vendaient pas bien leur vin. Les rouges, c'était déséquilibré. Donc, j'essayais tant bien que mal de faire des cuvées, mais on n'arrivait pas à aller au bout du système. Du coup, je me suis mis à m'occuper de leurs vignes également. Donc, je les ai formés à la taille. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de taille. On a réduit la taille du domaine à 8 hectares, même 6 aujourd'hui. Et donc, on a retravaillé toute la taille pendant 3 années. Ils ont appris, on a pris le temps. On a défini vraiment ce qu'avait besoin la vigne. On a retravaillé les sols, les amendements. On a arrêté de labourer, de travailler les sols. Et on a restructuré toute cette vigne. Et au bout de 3 années, on est passé de 20 hecto-hectares à 40 hecto-hectares et aujourd'hui 60 hecto-hectares avec des vignes qui ont triplé leur surface foliaire. Et ils me disent, mais putain, mais quand on mange nos raisins, ils sont beaux, ils sont juteux, on fait des vins, mais je crois que cette année, c'est la première année où toute l'année, ils vendent du vin au caveau, donc c'est leur première source de vente. Ils ont arrêté de vendre à la grande distribution en masse, déjà parce qu'ils ont moins d'hectares, et ils font des journées au caveau à 1 500 € la journée, quoi. Et quand je leur envoie une facture aujourd'hui, avant ils mettaient 3 mois à me la payer, aujourd'hui ils me payent de suite parce qu'ils ont la trésor, ils sont heureux, ils sont détendus. Et c'est un domaine
où ils ont planté beaucoup d'arbres, où ils avaient une vraie démarche de micro-cuvée, où on a réfléchi vraiment à un système qui fonctionne, qui est en adéquation avec leurs valeurs. Et aujourd'hui, on vend des cuvées chères, petites cuvées. Chaque parcelle est travaillée pour ces petites cuvées, pas dans le vent, c'est-à-dire qu'on sait exactement le raisin où il va aller, pour qui, pourquoi. Et on arrive à faire des vins mais extraordinaires. Et c'est des gens qui cartonnent en 2025. Donc c'est possible. Donc ça, c'est une de mes plus belles réussites. Et j'avoue que ce qui me fait le plus de bien, c'est que quand j'y vais, je les sens heureux, épanouis, détendus. Et ça me touche, mais je suis tellement contente pour eux. Tellement contente. Il y a des vignerons résistants qui disent souvent ça ne marchera jamais. Qu'est-ce que tu leur dis? Alors, je vais voir ce qu'il y a derrière leur ça ne marchera jamais parce que souvent c'est un appel au secours. C'est des vignerons qui ont essayé énormément de choses, qui sont aussi dans une forme de détresse. Euh, c'est plus facile pour eux finalement de se dire que ça ne marchera jamais que d'espérer qu'il y ait un espoir de redynamisation de leur vin. En fait, c'est des gens qui sont résignés et c'est plus facile de se dire c'est mort qu'il y a peut-être un espoir parce qu'ils ont essayé plein de fois, mais ils n'y sont pas arrivés. Donc, c'est des gens, il faut déjà voir d'où vient leur désespoir et leur résignation. Et quand je vais un peu plus loin, après, on va appuyer sur des blessures qui sont pas là depuis 2 jours, qui sont là depuis un moment, et on va remonter la pelote de laine pour voir d'où ça vient. Et en fonction de ce qu'ils me disent, on va voir si ils ont encore l'énergie pour restructurer différemment ou s'il est temps pour eux d'arrêter. C'est aussi une sortie, c'est aussi une solution. Mais l'idée, c'est vraiment d'où ça vient. Je t'explique comment faire pour que ça résolve ton problème. Est-ce que tu as encore l'énergie pour le faire? Oui, non. Si c'est non, c'est ok, c'est pas un échec, c'est juste que tu n'as plus suffisamment de feu en toi pour y aller. Et ce que je te propose, tu n'as plus envie de le faire, donc on arrête. Et c'est ok. Mais c'est l'amener sur ce chemin de conscience. Il y a des signaux faibles que tu détectes avant une maladie, que d'autres manquent, donc les vignerons ou certains techniciens. Quels sont ces signaux que tu es capable de détecter avant les autres? Alors, souvent, c'est des vignes qui sont pas en forme, qui ont du mal à faire ce qu'on appelle de la pousse néoformée, c'est-à-dire qui ont du mal à déployer. Il y a eu souvent des problèmes de taille. Je vois aussi par rapport à ce qui pousse. Je vois par rapport au travail de la vigne, quand ils n'arrêtent pas de me labourer les vignes. Alors ça, c'est des trucs... Je le vois aussi par rapport au temps qu'il va faire, au vent. Les vents, c'est hyper important par rapport à ce changement climatique. Je sais quand est-ce qu'il va y avoir des grosses périodes de maladie, où là, il va falloir border. Et en général, quand la vigne est soit très faible, soit très vigoureuse, il y a beaucoup plus de chances qu'elle se fasse attaquer. Donc, c'est encore une fois un ensemble de choses, un ensemble d'éléments, on va dire, physiques et météorologiques qui me font voir, ressentir le danger. En quelques mots, peux-tu me donner les définitions d'un vin identitaire? Je te dis en quelques mots parce que vin identitaire, c'est, ça se résume pour moi à quelques mots. Il Ah, faut, ben, ça va être simple, hein. C'est un vin qui touche, qui te met une claque, qui te fait t'arrêter, un vin qui te déclenche une émotion. C'est ça un vin identitaire. Pour moi, c'est tout, hein.
C'est un vin qui te fout une claque, un vin identitaire. Est-ce qu'un vin identitaire, Donc tu te souviens. Un vin identitaire, c'est un vin qui te met une claque dont tu te souviens. C'est important. et est-ce qu'un vin identitaire touche tous les consommateurs? Bonne question. Pas forcément. Un vin identitaire, il va toucher des consommateurs qui cherchent de la vérité, de l'authenticité. Mais ceux qui veulent acheter un vin, on va dire, à étiquette, ils vont chercher la technique, le boisage, la puissance. Et c'est pas forcément les clients que tu as envie d'attirer. Faire des vins identitaires, c'est des vins qui touchent. Mais il y en a qui en ont rien à faire de ça, qui cherchent pas ça. Mais c'est pas forcément les vignerons et vigneronnes qui font des vins identitaires n'ont pas envie forcément de toucher cette clientèle-là d'acheteurs d'étiquettes en fait. Donc c'est pas l'avatar client recherché. Donc aujourd'hui, le vin identitaire est, est très important pour toi, est très important pour que on ait une ouverture d'un marché qui est différent que des vins d'étiquette. Alors, non, pas tout à fait. Un vin identitaire, pour moi, c'est un vin qui se différencie sur le marché, puisqu'il n'existe qu'un Frédéric Palacio, il n'existe qu'un Mas de mon père, il n'existe chaque vigneron a son identité. On est tous uniques en tant qu'être humain. Donc un vin identitaire, pour moi, c'est un vin qui ressemble à la personne qui le fait, avec tout son terroir, tout son bagage, toutes ses peurs, tout ça. Donc il a beaucoup plus de chances d'être identifié sur un marché s'il est identitaire, puisqu'il ne ressemble à aucun autre. C'est ça un vin identitaire, tout simplement. Si tu devais casser un mythe technique du métier, Je les casserai tous. Plein. Technique. Il faut cuver longtemps pour faire des grands vins. Ah, celui-là, il est facile, mais tellement vrai. tu as une méthode qui t'appartient, qui est personnelle, qui ramène, qui marie le rationnel, donc le côté scientifique, technique, et le côté sensible, l'intuition et l'émotion. C'est quoi cette méthode? C'est pas ma méthode, c'est moi. Je suis comme ça. Je ne crois pas qu'on peut faire des vins identitaires, comprendre son vignoble, comprendre ses raisins, sans avoir de la sensibilité, sans y mettre de la sensibilité. Tu peux être le meilleur technicien du monde, si tu ouvres pas ton cœur, tu feras toujours un truc standard en fait. Hein. Donc pour moi, c'est hyper important d'allier les deux. Sinon, on est dans un bouquin d'école en fait. Ça n'a pas de sens. Les rangs de vigne sont alignés, très souvent. Et tu parles d'alignement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un vigneron dans son quotidien? L'alignement, c'est d'être aligné avec ses convictions, à lui, pas essayer de plaire. Aligné, c'est je fais pas du vin je fais pas un vin comme ça par peur de pas le vendre. Aligné, c'est un vigneron qui décide d'arrêter de vendanger à la machine parce qu'il a vraiment la sensation de décalquer ses pieds de vigne et que pour lui, c'est hyper important de les respecter et donc de vendanger à la main, même si ça lui coûte du pognon. Ça, c'est être aligné. Arrêter de levurer avec des sachets, parce que tu as l'intime conviction que tu respectes pas ton raisin en faisant ça et que tu as des levures indigènes qui vont faire le job.
et de raconter à tout le monde que tu es en nature. Ça, c'est pas être aligné. Être aligné, c'est je pense, je dis et je fais la même chose. Sinon, ça veut dire que tu te racontes des bullshit à toi-même. C'est que tu te racontes des barres, en fait. C'est j'ai des convictions, je les dis et je les applique. Sinon, ben, t'es pas aligné. C'est tout simple. Hein. Qu'est-ce qui, selon toi, rend un accompagnement vivant et pas seulement technique? La prise en compte de l'humain. Ce qui rend un accompagnement vivant et pas seulement technique, c'est l'accompagnement de l'humain. Tout part de l'humain. Moi, je ne vais pas apprendre à quelqu'un à vinifier si j'ai pas compris ses convictions profondes, où il avait envie d'aller. Sinon, je lui apprends une recette de cuisine, il peut acheter n'importe quel bouquin et il aura la recette du levurage, la recette du délestage, la recette du remontage. Ça n'a aucun intérêt. Aucun. Donc oui, un accompagnement, ça part des convictions de la personne. Sinon, ça n'a pas. Ouais, ça n'a pas. Je répète, mais c'est assez. Voilà, j'ai répondu de manière claire, mais je peux pas en rajouter plus, quoi. Finalement, dans toutes ces questions, l'humain revient très souvent dans tes mots. Ah oui, c'est le centre. Puisque c'est lui qui met en action des choses à sa vigne, sur son raisin, dans son commerce. Donc tout part de l'humain. Tout part de l'intention de l'humain. Quand je travaille en coaching avec des vignerons ou des vigneronnes, je leur dis, c'est quoi ton intention quand tu parles à tes salariés? T'as envie qu'ils se cassent? T'as envie de le fighter? Ou t'as envie que ça se passe bien pour ton domaine? Ton intention, si elle n'est pas calée, ou si elle est de faire que l'autre se casse, ou de fighter l'autre, il va t'en mettre une. C'est normal. Tu tapes sur quelqu'un, il te le renvoie. Si ton intention, c'est que ton domaine aille bien et de recruter les bonnes personnes, c'est différent de mon intention, c'est d'éviter de me faire prendre pour un con. Le meilleur moyen de te faire prendre pour un con, c'est d'avoir peur d'être pris pour un con. Donc, c'est caler ton intention à ta vigne, caler ton intention dans ta cave, dans tes vinifs, dans ton commerce. À qui tu as envie de vendre tes bouteilles? Pour quelles sont faites tes bouteilles? Est-ce que tu as vraiment envie de vendre à tout le monde? Une fois que ça s'est calé, on peut tout déployer. Donc l'humain, c'est la base de base. Une question qui est importante, c'est comment tu peux expliquer que tes clients aient 30 ou 50% de ventes en plus dès la première année? Parce qu'on cale tous leurs objectifs concrets en amont. C'est-à-dire qu'avant de mettre en place une stratégie commerciale, on regarde à qui ils ont envie de vendre, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont envie de proposer, on travaille sur l'identité des vins, et après on envoie la stratégie commerciale. Ça n'a rien à voir avec, ok, alors tu vends à 3 agents, donc on va essayer de faire un peu de no-tourisme, on va essayer de faire un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. On met en place une stratégie claire par rapport à des objectifs clairs. Est-ce que ta gamme, elle est claire? Est-ce que ton message, il est clair? Est-ce que ta com, elle est claire, compréhensible en 3 secondes pour les gens à qui tu as envie de vendre? Une fois que ça, c'est défini, on peut dérouler un système automatique qui permet de vendre beaucoup plus rapidement. Alors, dans ces chiffres, ce qui permet d'accélérer aussi les ventes, c'est les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut les critiquer, mais c'est le moyen le plus rapide de créer une communauté qui adhère à tes valeurs, qui ont envie d'acheter tes vins. Encore faut-il savoir bien s'en servir. Ça permet de vendre à du particulier en direct, donc d'augmenter tes marges, donc d'augmenter ton chiffre d'affaires rapidement. Beaucoup de vignerons ont des croyances sur les réseaux sociaux. Comment tu peux leur expliquer comment tu peux expliquer que ces croyances, en fait, ce n'est que des croyances?
Alors, les réseaux sociaux, ça fait pas très longtemps que le monde du vin s'en sert, mais il faut savoir que les réseaux sociaux permettent à énormément d'entreprises de services de se déployer de manière très, très rapide. Et ce que je vois, moi j'observe un petit peu le monde du vin se déployer sur les réseaux sociaux et c'est encore très archaïque. Et quand je discute avec mes clients ou mes prospects, il y a des croyances qui ressortent assez souvent. Alors la première, c'est ouais, il me faut vachement de followers pour vendre sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas de followers. Faux. Les followers, on s'en fout. Ça flatte l'ego, genre ouais, je suis vachement suivie. Non, non. Ce qui est important, c'est le nombre de vues. Le nombre de vues, c'est hyper important. Ça veut dire que ton contenu va être relayé beaucoup, beaucoup de fois, repartagé, revu. Et tu as plus de chances que des gens qui adhèrent à tes valeurs, qui ne sont pas forcément des acheteurs de ton vin, vont repartager pour espérer toucher les 5% de la population qui sont ta cible, parce que tout le monde n'est pas ta cible. Et du coup, après avoir eu ces vues, ce qui est important, c'est que le moment où la personne qui serait supposée, préposée à t'acheter ton vin, en 3 secondes, je dis bien 3 secondes, ait compris ce que tu fais de manière claire et ça lui donne envie d'aller cliquer sur ta bio, d'aller voir ton site internet grâce aux réseaux sociaux et éventuellement d'acheter tes vins. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les potentiels acheteurs, ils zappent. Toute la journée, ils zappent sur les réseaux sociaux. Donc, si tu as un contenu clair qui le happe, hop, il va y aller. Sauf que les 3/4 des vignerons, leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont aucun système pour récupérer des numéros de téléphone et des adresses email via les réseaux sociaux. Et ça, si tu n'as pas ça, tu peux pas faire de business. Tu peux pas relancer les personnes, tu peux pas leur rappeler que tu existes, tu peux pas créer un lien avec eux, un lien intime avec eux, un lien de confiance, où il a envie d'aller venir à tes soirées, venir à tes portes ouvertes, acheter ton vin sur ton site, ta boutique en ligne. Donc ça, c'est un vrai problème et on va dire, il n'y a que 5% des vignerons, et encore je suis gentille, qui savent le faire. Ça, c'est un gros problème. Après, ils ont d'autres croyances, comme quoi les vidéos qui doivent être faites, ça doit être hyper chiadé, hyper joli, et que ça doit en mettre plein la vue. C'est faux. Ce qu'ils veulent les gens, c'est capter ce que tu fais en 3 secondes. Ils veulent être touchés. Donc je donne souvent des exemples, c'est, j'en vois tout le temps, ils posent des bouteilles. OK, on voit ta bouteille. Ça me déclenche quoi moi? Je vois ta bouteille. J'en vois plein des bouteilles. Toute la journée, elles passent les bouteilles. Ça me déclenche aucune émotion. Par contre, si toi tu prends ta bouteille, tu dis: «Voilà, ce vin-là, c'est un vin que j'ai fait avec mon grand-père». Parce que quand on se baladait dans les vignes, on goûtait les raisins, ça il me parlait tout le temps de faire un rouge et qu'il avait jamais pu le faire et moi j'ai voulu lui rendre hommage. J'ai fait ce vin pour lui et quand je goûte ce vin, je pense à mon grand-père. La personne qui est touchée par ça, elle va vouloir aller acheter ce vin. Ça n'a rien à voir avec je te poste ma fiche de bouteille, ça me déclenche aucune émotion. Donc déclencher de l'émotion chez la personne qui regarde tes vidéos. Ça s'apprend. Ça, c'est très important. Ou le fameux remontage des vendanges. On en voit 50 000 sur les réseaux, surtout moi qui suis abonnée à plein de vignerons et vigneronnes pour voir ce qu'ils font. Ça me déclenche pas d'émotion. Je vois du jus couler sur un truc, je sais même pas ce que c'est en fait, en tant qu'acheteur. Pourquoi ce jus il coule? Moi, j'ai besoin de savoir pourquoi tu fais ce vin, pourquoi tu te lèves le matin, c'est quoi tes convictions. J'ai besoin de m'identifier à toi pour acheter ton vin. Donc ça, c'est hyper important. Après, il y en a plein qui me disent: «Mais moi, je suis un ours. Les réseaux sociaux, c'est pas pour moi. Donc je suis foutue, d'après ce que tu dis». Et moi, je te réponds: «Pas du tout». En fait, les réseaux sociaux, du moment où tu as un contenu qualifié, où tu exprimes vraiment qui tu es, tous les autres, ils dégagent. C'est-à-dire que tu ne vas attirer à toi que les gens que tu as envie d'attirer par tes valeurs qui te correspondent. Donc tu vas écrémer le tout venant. Si tu fais un truc très généraliste où tu postes que des photos de bouteilles ou de salons, de machin, tu vas attirer des gens du tout venant qui vont pas te correspondre et ça va te gonfler en fait.
Donc, plus tu vas être pertinent, plus tu vas être précis, plus tu vas attirer des gens qui te ressemblent, donc des gens qui font partie de ton univers. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et j'en ai un une fois qui m'a demandé, est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on peut s'en passer en 2025? Ma réponse est non. Mis à part si tu peux acheter du temps, si t'as pas de vie privée, si tu adores faire des salons et passer, on va dire, au moins 10 jours par mois sur la route, ne te sers pas des réseaux sociaux. Par contre, les réseaux sociaux, ils vont te permettre de gagner du temps, de l'argent facilement, des clients particuliers qualifiés qui vont adorer tes vins et qui vont t'en recommander, chose que tu pourras peut-être avoir en prenant ta voiture, en faisant des salons et en allant faire du porte-à-porte, mais ça va bousiller ta vie privée. Tu n'as plus de vie, en fait. Donc, pour moi, c'est qu'on ne s'en passait.